Bonjour à tous, bienvenue à ce webinar. Donc je suis Franck Peyo, je suis manager conseil sur les sujets data pour ASI. Donc nous allons parler aujourd'hui de la gestion des données de référence. Donc avant tout et sans plus attendre, simplement démarrer en reparlant des concepts, de la définition des concepts dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on parle de données de référence, on parle avant tout des données qui sont les plus critiques pour permettre l'activité principale d'une entreprise. Ce sont les données qui sont au centre du business model, et c'est celles qui vont finalement, par définition, aussi participer le plus fortement au processus de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a défini ce que sont les données de référence, lorsque l'on parle de gestion des données de référence ou de Master Data Management en anglais, donc d'où l'acronyme MDM, cette gestion des données de référence, elle va consister à définir pour ces données critiques de l'entreprise un point de vérité qui va être centralisé, unique, fiable et accessible au sein de l'entreprise. Et donc, on va voir dans ce webinaire la façon dont on y arrive et quels sont les éléments qu'on met en jeu pour obtenir cette gestion des données référentielles. Donc, pour être un petit peu plus précis et concret, les typologies assez classiques de données que l'on peut mettre dans le domaine des données de référence et qu'on va chercher à maîtriser, ça peut être par exemple les tiers, donc les tiers qui gravitent autour d'une entreprise, d'une organisation, donc que ce soit les clients, les prospects, les fournisseurs, même les collaborateurs. On va chercher ici à être sur un principe de consolidation d'informations sur les personnes, physiques et morales, pour en avoir une vision fiable et complète. J'entrerai sur des exemples un peu plus tard. Ça peut être également les produits et services, donc où on va se poser la question, est-ce que je maîtrise mon catalogue de produits et de services, suivant les différents canaux par lesquels ils peuvent être vus? Est-ce que je maîtrise la manière dont mes produits sont assemblés pour être capable de faire une offre composite? Ou est-ce que je suis capable de trouver une information fiable sur une fiche produit consolidée, par exemple? Un autre domaine de données, ça va être celui des organisations au sens large. Donc ça peut être pour une entreprise, ses différents sites de production, ses différents centres de profit, sa hiérarchie organisationnelle. Et donc là, je vais plutôt être sur la question qui va être comment est-ce que je peux, par exemple, assurer un pilotage local fiable des différentes entités de mon organisation, tout en étant cohérent avec les modèles du groupe. Également, un autre point que je cite ici sont les structures financières ou les structures comptables, qui vont finalement me mettre face à des enjeux de consolidation, par exemple, de comptes mensuels, de comptes annuels, je vais devoir me demander comment est-ce que je peux aider mon entreprise à prendre les bonnes décisions en leur fournissant rapidement un état des lieux comptable qui soit, encore une fois, fiable, disponible, accessible et partagé par tous. Donc la gestion des données de référence, donc le MDM tel qu'on va l'appeler, finalement, on va chercher, comme je le disais, à obtenir une vision unique qui soit comprise et partagée. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire vivre ce qu'on appelle une donnée maître, qui va fonder sa définition sur un maximum de sources disponibles. Donc on peut avoir les sources classiques d'une entreprise, d'une organisation, on peut avoir des sources que sont le CRM, que sont le RP, que sont d'autres applications métiers, un file system qui contiendrait des données critiques de l'entreprise. Et à partir de ces sources, pour aller vers le MDM, qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place? On va devoir mettre en place un certain nombre de règles et de procédures qui vont être définies avec les métiers et gérées par les métiers. Et quand je dis gérées par les métiers, c'est qu'on va accompagner ces règles et ces procédures d'une réelle gouvernance globale sur la donnée, et donc qui va donner un rôle au métier dans la gestion de la donnée, dans son cycle de vie. Donc c'est bien ce qui contribue à faire de la gestion des données référentielles un enjeu majeur pour l'entreprise, qui va donc gouverner ces données par le biais des métiers, au lieu de seulement l'administrer par des objets techniques que sont par exemple les bases de données par le biais de la DSI. Donc maintenant qu'on a défini de manière générale ce que sont les données de référence et ce qu'on appelle la gestion de la donnée de référence, finalement, on peut se demander quels sont les enjeux et les objectifs de ces initiatives. Pourquoi est-ce qu'on doit gérer ces données de référence? Donc, un des premiers enjeux auxquels on va chercher à répondre, c'est on va répondre au problème de qualité de la donnée. On fait généralement du MDM pour répondre à des problématiques de qualité de la donnée,
Et ça peut être sur tous les critères, sur tous les aspects de la qualité de la donnée, que ce soit sa fiabilité, sa complétude, son exactitude, son intégrité, son unicité, sa cohérence ou même sa conformité, notamment sur les projets RGPD. Donc ça, ce sont tous les types de critères que l'on peut traiter par une approche de gestion des données référentielles. Ensuite, l'objectif dans lequel on va se positionner, c'est d'être capable d'identifier les cas d'usage, notamment peut-être par rapport à ces problèmes de qualité, qui peuvent être répondus par la gestion des données référentielles. Donc ces cas d'usage, ils vont être encore une fois définis avec les métiers également. Et une fois qu'on a défini ces cas d'usage, on va chercher à les prioriser et à les traiter par itération, pour aller vers un fonctionnement, vers une ambition croissante autour de la gestion des données référentielles. L'enjeu qu'il y a derrière ça également, c'est d'être capable d'améliorer l'intégration de nouveaux gisements d'informations. On a de plus en plus de données à l'intérieur de l'entreprise, on a de plus en plus de données qui gravitent autour de l'entreprise, et on veut aussi se dire qu'un projet de gestion des données référentielles, ça veut dire que je peux plus facilement intégrer des données qui sont externes à mon entreprise ou que je n'avais pas encore intégrées, puisque je définis les modèles de référence auxquels ils vont devoir se relier. Un des enjeux, au-delà d'une quelconque réalisation technique sur un projet MDM, c'est d'être capable d'acculturer les métiers à la data. On va devoir acculturer les métiers à la data parce que finalement, ils vont devoir jouer un rôle que par définition ou historiquement, ils ne jouaient pas nécessairement. Ils étaient simplement utilisateurs d'un certain nombre de données sans être vraiment en propriété ou en maîtrise de leurs données. Donc là, on va utiliser les projets de gestion de données référentielles pour leur donner les clés afin qu'ils jouent un rôle prépondérant dans le cycle de vie de la donnée. C'est-à-dire, au sein de la gouvernance, les métiers vont avoir un rôle, ce va être eux qui vont devoir définir et appliquer un certain nombre de règles sur comment est-ce que les données de référence doivent être créées, comment est-ce qu'elles doivent être traitées, comment est-ce qu'elles doivent être archivées, par exemple. Un des enjeux autour de tout ça également, c'est de permettre à tous les acteurs, à terme, de partager la même donnée au même moment et sur la base d'une vision unifiée. Et enfin, si l'on revient à des sujets un petit peu plus autour du système d'information, l'enjeu, c'est aussi d'être capable d'intégrer de manière claire et transparente les données maîtres qui ont été définies, les processus, les modèles et les différents rôles de l'organisation à l'intérieur de l'architecture du système d'information qui devra répondre à tous les enjeux précédents. Pour rentrer davantage dans le détail de ce que l'on peut réaliser autour de la gestion des données référentielles, je vous présente quelques cas d'usage qui sont des situations qui finalement assez classiquement nécessitent de maîtriser les données référentielles dans une entreprise. Donc le premier cas d'usage dont je souhaitais vous parler, c'était ce qu'on appelle la vue 360 degrés sur les clients. Donc là, on est bien sur un référentiel de tiers, en l'occurrence simplement les tiers clients, mais sur les tiers clients, on va avoir des informations qui vont être multisources. On a différents canaux pour obtenir de l'information sur nos clients. Et finalement, l'objectif de cette vue 360, c'est d'être capable de rassembler toute l'information qui est disponible en multisource pour en faire une vue qui soit consolidée, unique et surtout dédoublonnée. C'est-à-dire qu'on va avoir des clients qui arrivent par différents canaux, il faut être capable de le dédoublonner pour obtenir une vue qui soit fiable et à jour également, puisqu'on a une dimension qui évolue très rapidement. Donc, par ce type de projet MDM sur une vue 360 client, on va impacter directement la qualité de la donnée client, et en améliorant la qualité de la donnée client, on se donne aussi la possibilité, en conséquence, d'avoir de meilleures analyses. Donc, par exemple, si on veut commencer à faire à mettre des algorithmes type analytics ou IA sur de la segmentation client, il est important de partir d'une qualité de données qui va être suffisante. Et puis, on va du coup améliorer naturellement notre connaissance client, notre KYC. Un autre cas d'usage qui peut se présenter, c'est dans les moyennes à très grandes entreprises, on va dire, les sujets de restructuration d'entreprise ou de fusion-acquisition. Donc là, on va se retrouver avec un enjeu qui est clairement un enjeu d'unification de l'organisation, tout en respectant des spécificités locales. Donc la gestion des données référentielles, elle va être là pour prendre en compte l'existant de chacune des entités, par exemple, et de définir les règles qui permettent d'obtenir une vision commune, et cette vision commune, c'est elle qui va permettre le pilotage au niveau groupe d'un certain nombre d'activités locales. On va aussi apporter
par une gestion MDM, une capacité d'agilité sur le fait d'intégrer de nouvelles entités si on se retrouve face à une situation de nouveaux achats ou de nouvelles acquisitions. Sur la gestion des produits et services, on va se retrouver finalement dans un contexte multicanal, où il est particulièrement important pour une entreprise qui propose des services et des produits, de maîtriser la cohérence de son offre. Donc la cohérence de son offre, c'est de dire, est-ce qu'un client qui découvre mon produit en magasin ou sur le site web institutionnel ou sur l'appli que l'on a développée, est-ce qu'il voit bien la même information et est-ce que tout cela est cohérent? Il y a aussi un enjeu de maîtrise sur la pertinence des informations qui vont être communiquées. Donc, qu'est-ce qu'on communique aux clients par rapport au prix des produits et des services? Qu'est-ce qu'on communique par rapport à ses stocks? Au délai qu'on est capable de respecter sur la mise en place d'un service, ou même de garanties qui pourraient varier entre les différentes plateformes. Donc là, dans un environnement qui est volatile, on a un enjeu fort de ne pas impacter négativement sa réputation, puisque le client aurait toutes les raisons d'aller voir ailleurs s'il trouvait qu'il y avait une certaine incohérence dans les informations qu'on lui propose. En interne, dans une entreprise, un sujet MDM qui est important, c'est celui du référentiel des données collaborateurs. Donc de la même manière, à partir d'une certaine taille d'entreprise ou d'organisation, et en fonction du business model de l'entreprise ou de l'organisation, on va avoir des informations au sujet des ressources humaines qui vont contribuer à l'activité de l'entreprise et qui se retrouvent disséminées dans des multiples systèmes et des bases de données assez nombreuses. Et ça, c'est dû à la variété des acteurs qui sont impliqués, donc ça peut être des employés qui soient en CDD ou en CDI, on va avoir des stagiaires, des intérimaires, des prestataires indépendants, une éventuelle société externe qui intervient, une autorité réglementaire qui met des ressources à disposition. Et donc sur ce type de sujet-là, il est indispensable pour une entreprise d'avoir une vision unifiée de ces données, pour être capable de déterminer, par exemple, quel est le nombre total consolidé d'ETP qui est nécessaire à la production moyenne sur un mois, quel est le coût total de la main-d'œuvre répartie selon les différents rôles ou les différents types de contrats, ou tout simplement aussi être capable de répondre à des règles de sécurité, de dire pour une autorité de certification et de sécurité, combien de personnes sont présentes dans un bâtiment à un instant T. Un autre domaine qui est finalement assez pourvoyeur de grandes problématiques autour de la gestion des données référentielles, c'est globalement ce qui va tourner autour du secteur public. Par exemple, dans le domaine de la santé, les informations qui vont concerner un patient, elles doivent de manière cruciale être complètes, uniques et disponibles en temps réel, sur des données qui sont là aussi par essence extrêmement multisources. Donc le cahier des charges qui vont concerner les antécédents du patient, ses allergies, quelles sont les équipes médicales qui sont à contacter autour de lui, comment est-ce qu'il a été suivi jusqu'à maintenant, qui doivent être disponibles au moment où ce patient se retrouve à nouveau dans un parcours patient pour un éventuel souci de santé, par exemple. Et donc là, on va avoir un enjeu extrêmement fort à la fois de sécurité de l'information, donc sur des modèles de données qui vont être capables de respecter les standards autour de la sécurisation des données de santé, mais aussi une gouvernance, c'est-à-dire je peux avoir accès, il y a un nombre important d'acteurs qui doivent avoir accès à des données de santé, mais avec des capacités de modification qui, elles, vont être très limitées. Donc on va avoir des éléments importants sur cette gouvernance. Donc ça veut dire qu'on a une gouvernance au travers du dédoublonnage, donc des travaux en back-office qui vont être présents aussi pour gérer ce qu'on appelle un registre centralisé de données, qui, ça, va pouvoir être, par exemple, outillé par des solutions du marché, dont certaines se sont spécialisées autour de la donnée de santé, justement, pour travailler sur une vision verticale autour de la donnée de la santé. Dans le domaine public toujours, il y a également le sujet des collectivités territoriales où finalement, les données qui concernent ce qu'on appelle les citoyens ou les usagers sont dispersées dans de multiples sources, et ça vient aussi de la même manière de la diversité des rôles qui sont joués par un citoyen sur un territoire. On peut avoir quelqu'un qui, si on doit l'identifier au niveau d'une collectivité territoriale, va être à la fois propriétaire d'une parcelle de cadastre, va être parent d'élève dans un établissement, va être membre d'une association locale, etc. Et on a, lorsque de multiples systèmes différents contiennent les données sur les usagers et les citoyens, on va devoir être capable de rationaliser ces informations-là, les dédoublonner, les consolider encore une fois,
C'est ce qu'on appelle dans ce monde-là un référentiel citoyen unique. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que derrière, on va vouloir améliorer la pertinence et la qualité des services qu'on va proposer aux citoyens, aux usagers de services sur un territoire. Pour la collectivité territoriale, pour sa gestion en interne, il va aussi y avoir un objectif, c'est celle d'être capable de fournir des statistiques fiables et précises sur sa population par rapport à des organismes de financement, éventuellement, qui vont se baser sur le nombre de personnes présentes sur un territoire pour apporter un certain nombre de données financières, ou même des autorités de régulation, où un certain nombre de règles vont dépendre de la taille de la collectivité territoriale. Ça peut être le cas pour une région, pour une communauté de communes, et on va potentiellement se baser sur un nombre de personnes. Donc pour rentrer dans un domaine qui est finalement assez proche du secteur public, mais qui est celui de l'éducation, je voulais vous faire un retour d'expérience sur un projet que j'ai traité autour de la mise en place d'un référentiel tiers. Donc on est ici dans le monde de l'éducation, donc on va dire une grande école, mais sur une vision qui est plutôt quand même celle d'un grand groupe international, puisque c'est une école qui possède plutôt des campus à travers le monde. Donc, dans le cas précis de mise en place du référentiel tiers, donc encore une fois, quand on dit référentiel tiers, on dit quelles sont les personnes qui gravitent autour de cet établissement. Donc, dans ce cas précis, on a un enjeu qui est clairement sur l'identification unique et centralisée de nos tiers, pour définir des choses très pratico-pratiques, qui est comment est-ce qu'ils vont avoir accès aux données, aux ressources de l'établissement. Donc par exemple aux ressources de bibliothèques, que ce soit la bibliothèque physique des différents campus à travers le monde, ou les bibliothèques en ligne qui sont partagées, à quelle session de cours est-ce qu'une personne, en fonction de son profil, va pouvoir avoir accès, que ce soit les cours en présentiel ou en virtuel, à quels événements est-ce qu'on va convier cette personne lorsqu'il y a des événements organisés par l'école, et comment est-ce qu'on va solliciter cette personne-là pour définir la stratégie de l'établissement. Or, dans ce genre de situation, on peut très bien imaginer un tiers qui va être à la fois un ancien diplômé de l'école, qui, il y a quelques années, a obtenu un diplôme en formation initiale, donc du coup, on va le retrouver dans la base des anciens diplômés, dans la base des alumni. Ça peut être quelqu'un qui, depuis quelques années plus tard, a repris un master en formation continue, donc qui va être dans ce qu'on appelle une base apprenant. Ça peut être quelqu'un qui, à la fois, a constitué des modules de cours où il donne une dizaine de cours chaque semestre aux élèves qui sont, eux, en formation initiale encore dans l'école. Donc on va le retrouver dans la base enseignant. Et il peut être, par ailleurs, employé dans une entreprise qui participe assez largement au partenariat avec l'école. Et donc, en tant que contact clé, on va le retrouver plutôt dans une base type base partenaire, base CRM. Donc vous identifiez assez rapidement le problème qui va être de s'assurer que cette personne doit être repérable de manière unique et ne doit pas être 4 personnes différentes dans une vision tiers pour l'établissement, parce qu'on va devoir définir de la même manière quelles sont les règles qui vont s'appliquer à cette personne pour des choses très simples, c'est-à-dire tout simplement si cette personne décide d'aller manger à la cantine de l'établissement, quel est le tarif qui va s'appliquer? On n'a pas la même tarification si quelqu'un se présente en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant, ou en tant que partenaire professionnel. Donc du coup, il y a une vraie question de dire qu'est-ce qui se passe quand on l'identifie à la cantine? À quelle base de connaissances est-ce qu'il va pouvoir accéder? Quel est le volume d'ouvrages qu'il va pouvoir consulter, emprunter? Quels sont les modules de cours auxquels il peut s'inscrire? Est-ce qu'il a accès à un certain nombre de cours? Est-ce qu'il a accès à l'intégralité des ressources de l'établissement? Et aussi, quel est le niveau d'information que l'école doit lui communiquer via les newsletters ou autres sujets? Donc finalement, on s'est retrouvé sur ce sujet-là, sur un certain nombre d'enjeux. Donc finalement, ces enjeux, comme je viens de les décrire, sont des enjeux à la fois de sécurité, quels sont les droits d'accès de cette personne à l'entreprise, des enjeux sur l'accessibilité, c'est-à-dire quelle est l'offre et le contenu qu'on va pouvoir lui proposer, des enjeux de cohérence, encore une fois, typiquement l'exemple de la tarification dans les cantines des différents campus, et des enjeux autour de la crédibilité, parce qu'on va devoir savoir s'adresser à cette personne-là avec la bonne communication. Donc, à quelle difficulté est-ce qu'on fait face concrètement dans ces sujets-là? On fait face à une difficulté qui est la dispersion de la donnée, puisqu'on va avoir une multiplicité de profils dans plusieurs bases de données,
qu'on ne maîtrise pas nécessairement. On va avoir une duplication de la donnée, puisque au sein d'une même base de données, on peut avoir une duplication. Si je reprends l'exemple de la base de données des anciens diplômés, puisqu'il aura été dans quelques années 2 fois diplômé, il sera 2 fois dans la base des anciens diplômés si on n'a pas géré la donnée référentielle proprement. Et puis, on va aussi avoir un manque de maîtrise de la qualité globalement. Donc, quel est le besoin qu'on a derrière ça? Le besoin, finalement, ça va être de définir les règles qui vont s'appliquer et les procédures pour arriver ultimement à gouverner ce qu'on appelle le Golden Record, donc la vision unique de ce tiers-là. Donc, quelle est la méthodologie que nous avons appliquée là-dessus? Sur la méthodologie, le premier point, c'était de dire on devait dresser un panorama applicatif, c'est-à-dire quelles sont les bases de données, quels sont les flux qui sont réalisés entre ces bases de données, comment est-ce qu'on va identifier les outils qui sont mis en œuvre dans le traitement des données tiers. Ensuite, nous avons mesuré la qualité des données existantes pour servir de base, d'étalon, de se dire voilà quel est le point de départ duquel on va lancer le projet. On a tel pourcentage de données en doublon, on a tel pourcentage de complétude sur nos données. Ensuite, définir le cahier des charges fonctionnel lors d'ateliers avec les métiers, avec les équipes techniques, et construire et valider ce cahier des charges à la fois fonctionnel et technique. Le point suivant qui est important, c'est être capable d'arbitrer l'outillage. Donc c'est se dire, on est sur un projet qui a pour but de gérer les données référentielles, il existe des solutions qui sont spécialisées dans les sujets MDM, mais ce n'est pas nécessairement le besoin en fonction de l'analyse des coûts et des délais. En l'occurrence, sur ce projet-là, ce qui a été décidé, ce n'est pas d'utiliser une solution spécifique MDM, mais d'utiliser l'ETL qui était présent pour développer, recéter et déployer des flux de données qui allaient permettre l'implémentation des règles que l'on avait définies auparavant. Et puis, de manière transverse à tout ça, il y a évidemment un besoin de communication et de conduite du changement. Communication, puisqu'on a besoin de mettre en visibilité ce qui est une réelle initiative d'entreprise, et qui doit être comprise des différentes parties prenantes, et puis une conduite du changement, puisqu'on va devoir travailler sur l'adoption de nouveaux rôles sur la gouvernance de la donnée, la responsabilisation des métiers autour de rôles typiquement de data owner ou de data steward. Donc, notre vision sur les projets MDM aujourd'hui, c'est que il ne s'agit pas de lancer un grand projet informatique quand on parle de projet MDM. Il s'agit avant tout de ne pas penser qu'on va définir autoritairement où se situe la vérité contenue dans les données. On va monter sur une initiative qui va consister à donner de la valeur aux données d'un point de vue métier. Donc c'est bien une initiative qui va s'orienter complètement vers les métiers. Donc c'est une initiative d'entreprise qui, à ce titre, doit trouver un sponsor au niveau métier ou même au niveau direction, qui va, cette initiative, être là pour construire avec des sachants fonctionnels des règles, des processus qui vont nous permettre d'atteindre cette source unique de vérité. Ensuite, un projet de gestion de données référentielles, c'est aussi une opportunité d'abandonner les silos de données qui existent aujourd'hui. Et de ne pas se limiter aux silos classiques de données que vont être l'ERP, le CRM, la base RH, la base de données financière, mais qui va donner l'opportunité de s'ouvrir à toute forme de données nouvelles, que ce soit des données externes, des données que l'on n'avait jamais pensé à intégrer, puisqu'on estimait qu'elles n'étaient pas intégrables dans le système d'information interne, ou qu'on ne saurait pas les croiser ou les valoriser. C'est une initiative qui doit fonctionner selon notre vision de manière itérative. On a besoin d'identifier un périmètre de données à partir duquel on va travailler et sur lequel, même si on le fait de manière itérative et qu'on commence petit, on a pour ambition de se projeter sur le plan stratégique de l'entreprise. Et ça doit aussi s'accompagner d'une conduite de changement et d'un bon niveau de communication, parce que ça va permettre d'encadrer l'évolution des rôles, des règles, des processus qui vont graviter autour des données, et aussi la meilleure appropriation possible des outils qui vont être mis en place et favoriser ainsi le succès de la démarche. Donc chez ASI, la méthodologie que nous portons autour des projets de gestion des données référentielles, c'est avant tout d'être capable de faire une évaluation de la maturité de l'organisation. Il est important de savoir quel est notre point de départ en termes de
en termes de culture data, de savoir qui est à quel niveau de maturité, à la fois parmi les acteurs métiers et des acteurs de la DSI, pour savoir quel est le point de départ sur ces sujets-là, de la gestion des données référentielles et sur ce que ça peut apporter et où se situent les gains. On fait aussi dans cette évaluation de la maturité et cette acculturation, on fait déjà le début finalement de la prise d'information sur quel va être le besoin, quel est l'attendu en termes de gains, de performance, d'amélioration, quels sont les points douloureux qui vont être à traiter. Une fois que cela est fait, on va définir le périmètre. On a souvent sur les gestions des données référentielles un certain nombre de cas classiques, donc je vous ai parlé d'un certain nombre de cas d'usage auparavant, où je vous ai parlé d'une histoire particulière autour de la gestion des tiers. On peut se retrouver dans une entreprise qui, au-delà de ces cas classiques, va avoir un sujet très particulier du fait de son business model. Donc on a ça fait gérer autour de la donnée référentielle, donc c'est bien ce qu'on va faire ici, c'est définir le périmètre ou les périmètres, et puis prioriser ces périmètres et savoir sur lesquels on veut avancer en premier dans l'initiative. À ce stade, il est nécessaire, à notre sens, de procéder à un arbitrage. Un arbitrage, ça veut dire être capable de prendre un temps pour se dire, par rapport à ce qui a été étudié, à la maturité, à la culture qui existe, au périmètre et à ce qu'on imagine des gains, de savoir est-ce qu'on est bien sur une opportunité de gestion des données référentielles ou est-ce que finalement on est sur une autre typologie de sujet qui est un pur problème de qualité de données mais qui n'est pas dû à la donnée référentielle. Donc on peut avoir plusieurs situations à ce stade. Donc, une fois qu'on a fait l'arbitrage, finalement, soit on sort d'une vision données référentielles, parce que les données référentielles ne sont pas le sujet, sont pas la façon d'aborder le sujet, et donc on va dire on sort par le bas, rien de négatif là-dedans. Ou alors, si on a arbitré positivement cette opportunité, ça veut dire qu'on va rentrer dans un premier cycle, autour du premier périmètre priorisé, dans lequel on va avoir un cadrage, donc réalisation d'ateliers métiers et SI pour trouver quelles sont les contraintes, aller vers la définition du cahier des charges, comme je vous le présentais tout à l'heure. Une fois que ce cadrage est réalisé, on va pouvoir passer à l'implémentation. Donc l'implémentation, en fonction du choix qui est réalisé dans le cadrage sur le besoin d'outiller ou non la démarche, c'est-à-dire que soit avant l'implémentation, on va embarquer une phase de benchmark qui va nous permettre de dire quelles sont les solutions du marché qui peuvent répondre aux éléments définis dans le cadrage, ou quelles sont les solutions déjà internes existantes à l'entreprise qui vont permettre de le réaliser. Donc l'implémentation, c'est évidemment un morceau très important, c'est pas celui qu'on aborde aujourd'hui, mais voilà, implémentation avec une capacité à faire le développement, la recette et le déploiement de ces sujets-là. Et du moment où le déploiement est réalisé et qu'on commence à faire effectivement de la gestion de données référentielles, on va commencer une mesure du ROI, c'est-à-dire par rapport aux enjeux que l'on avait définis, par rapport aux gains que l'on estimait, comme on a fait aussi une mesure de la qualité en entrée, on va faire une mesure de notre retour sur investissement à ce moment-là, pour permettre de dire sur notre première initiative, quel est le gain obtenu par rapport au gain qui était espéré. Et au-delà de avec cette mesure du ROI, on va venir et adosser une vision retour d'expérience, puisque notre conviction est aussi qu'on doit se mettre dans une vision d'amélioration continue. Et pourquoi est-ce qu'on fait un retour d'expérience et une vision d'amélioration continue? C'est parce qu'ensuite, on a vocation à se relancer sur des nouvelles itérations, qui peuvent être multiples. On reprend le cycle que l'on vient de définir, et l'on itère à nouveau sur un deuxième périmètre de données que l'on a défini avec les métiers. C'est ce qui va ensuite nous permettre de se dire on s'est lancé dans ce cercle vertueux de la gestion des données référentielles.